Bonjour, bon après-midi et bienvenue à l'émission. C'est une situation exceptionnelle. Selon ce que Radio-Canada a appris, 6 anciens premiers ministres du Québec font front commun pour demander au ministre de la Santé, Christian Dubé, de modifier sa réforme du réseau. Vous les voyez, Philippe Couillard, Pauline Marois, Jean Charest, Lucien Bouchard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson font pression sur le ministre depuis environ 2 mois, selon nos informations. Leur problème avec la réforme Dubé repose surtout sur l'abolition des conseils d'administration des centres intégrés de santé, les fameux CIUS et CIS du réseau, bref, les entités administratives de la santé au Québec. Notre conseil d'administration est réuni. Michel Courchaine, Gilles Duceppe, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous 4. Bonjour. 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 Salut. OK, il y a la forme et il y a le fond. On va commencer par la forme, Michel, si vous le voulez bien. Le fait que 6 premiers ministres écrivent une lettre ou fassent pression sur le ministre de la Santé, c'est quand même assez exceptionnel, non? Absolument. Ça vous étonne? Absolument. Bien, moi, ça me fait plaisir. Très Pourquoi? franchement. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut utiliser ça avec parcimonie si on veut que cette démarche-là ait un impact important. Mais ce sont 6 premiers ministres qui, à leur façon, en tout cas, ont essayé toujours d'améliorer le système de santé. On ne peut pas nier ça. Hein? Ils n'ont pas réussi tous de la même façon. Ils ont connu leurs difficultés, leurs écueils, mais il n'y a pas un premier ministre du Québec qui n'a pas fait de la santé une priorité. Et que là, ils se réunissent, déjà là, et qu'ils aient un consensus sur un sujet comme celui-là, c'est presque un exploit quand, comme moi, tu as vécu l'adversité quotidiennement à l'Assemblée nationale. Mais ça démontre que quand on est premier ministre, on a d'abord une vaste expérience, on sait comment ça fonctionne, mais on a la capacité de s'élever pour défendre des convictions pour le bien commun, l'intérêt supérieur. Et je crois que ce qui les a vraiment motivés, c'est de pouvoir de faire en sorte que les établissements conservent une autonomie, une liberté, une indépendance, surtout pour les fondations des établissements qui doivent avoir recruté l'argent et gérer la philanthropie de chacun de ces établissements-là. Mais ça a un impact. Je le dis tout de suite, c'est évident que quand tu es ministre de la Santé, tu t'appelles Christian Dubé, peu importe le parti, tu as l'obligation d'écouter ce qu'ils ont à dire et de prendre en considération ce qu'ils ont à dire. Donc, la lettre des premiers ministres, elle passe du bas sur le haut de la pile de Ils ont dû se parler, Sébastien. Je pense pas qu'il y a eu juste une lettre. Là. Je pense qu'il y a eu des téléphones qui se sont faits. Oui. Hey, depuis 2 mois. Ben oui. Gilles, je suis très content que vous soyez ici avec nous cette semaine parce que dans nos archives, on retrouve qu'en 2020, vous aviez, c'est vrai ça, réussi l'exploit de réunir 6 premiers ministres sur la question de la langue. Les mêmes, oui, pour faire en sorte que la Charte de la langue française s'applique aux institutions de compétences fédérales. Et les 6 mêmes premiers ministres avaient signé. On avait travaillé ça avec chacun d'entre eux et tout le monde avait approuvé. Est-ce que ça avait été difficile? Non. Je pense que ça a pris 3-4 jours. Moi, j'avais rédigé une lettre. Ils ont apporté des modifications qui étaient correctes. Et donc... Puis ça se passe comment? Salut Philippe, c'est Gilles. Salut Jean, c'est Gilles. Vous avez les numéros de téléphone de tout ce monde-là? Oui. Et on se connaît bien. Ouais. On se connaît bien, puis on se respecte. On ne pensait pas toujours la même chose, surtout. Mais je pense qu'il y a un respect mutuel qui existe. On a travaillé ensemble sur certains dossiers. Même moi, j'ai travaillé quand j'étais au Bloc avec des premiers ministres libéraux. Quand il y avait unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, on travaillait ensemble sur la question de la santé, par exemple. On travaillait avec Raymond Bachand, qui était ministre des Finances. Au-delà de la partisanerie, parce qu'il y a unanimité. Bien, les intérêts supérieurs du Québec. Vous avez travaillé avec Dimitri aussi? Ben, c'est arrivé avec Stephen Harper. On a eu beaucoup de rencontres. On ne pensait pas à la même chose. Mais on ne s'est jamais conté d'histoire. C'était clair. Dimitri peut en témoigner, je pense. OK. Françoise, là, on tombe sur le fond, puis je vous le dis, là, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à la demande des premiers ministres vis-à-vis de Christian Dubé, mais M. Dubé a agi. Essentiellement,
Ça porte sur les conseils d'administration des CIS et des CIUS qui auraient été abolis au profit de conseils d'établissement. Donc, dans les établissements, dans les hôpitaux, par exemple, il y aurait eu des espèces de conseils d'administration et les premiers ministres ont peur que pour ramasser de l'argent dans les fondations des hôpitaux, pour faire de la recherche, pour faire le lien avec les universités, l'abolition des conseils d'administration des CIS et des CIUS soit un pas dans la mauvaise direction. Est-ce que vous comprenez? Ça a l'air gros, ces premiers ministres qui se réunissent pour critiquer quelque chose, mais leur demande n'a pas l'air si grosse que ça, finalement. Françoise. Bien, peut-être pas l'air si grosse que ça, mais c'est quand même une demande extrêmement importante puis qui provient du terrain. Elle a plus d'impact peut-être parce que ce sont 6 anciens premiers ministres. Le club de Gilles, là, c'est pas rien, là. On parle quand même de premiers ministres. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont de différents partis politiques et d'allégeance politique. Donc, ça leur donne une crédibilité additionnelle. Et ce qu'on disait, nous autres, parce qu'on l'a dit, ce genre de propos-là qu'ils tiennent, ce sont des propos que l'on a tenus, que beaucoup de groupes de la communauté, de la société civile et tout ça, ont dit au ministre. Alors, là, c'est un petit peu gênant de faire la sourde oreille à ce niveau-là. Mais on le savait d'emblée. Écoutez, on le disait, 1180 articles, au-dessus de 305 pages. Ça se lisait pas là, comme un petit roman de rien du tout. Et c'était tellement des chambardements absolument incroyables. Alors, il touche à quelque chose qui est quand même, qui a l'air de pas grand-chose quand vous parlez de fondations, d'argent, de donateurs. Mais je peux vous dire, moi, pour avoir siégé au conseil d'administration du centre hospitalier de Gatineau à l'époque, on vivait beaucoup. Il y avait de l'équipement qu'on allait chercher à cause de ces dons-là, parce que les gouvernements se sortaient un petit peu de là. Ils ont tellement de différents autres dossiers. Alors, ils touchent à un point, et c'est un élément comme d'autres, mais moi, je suis fort aise de voir des gens de différentes allégeances qui s'assoient ensemble pour tenter d'améliorer. Puis, il ne faut pas enlever la crédibilité de leur demande parce qu'il y en a un qu'on aime peut-être pas, puis il y a un autre des PM que... Ils sont tous ensemble et prenons ça là, comme étant quelque chose de très positif. De constructif. Dimitri. Voilà. Bien, premièrement, je veux vous saluer, M. Duceppe. On ne s'est pas vu hier, je n'étais pas sur l'émission. C'est toujours un réel plaisir de vous revoir. Sur la question des 6 premiers ministres, premièrement, il faut noter que ils n'ont pas fait une sortie publique pour essayer de coincer le gouvernement. Et c'est simplement le journaliste de Radio-Canada qui a eu les informations et on en parle aujourd'hui. La réalité, par contre, c'est, je pense que les échecs dans notre système de santé, puis c'est pas au Québec uniquement, c'est à travers le Canada, c'est en grande partie une accumulation de non-action de tous ces premiers ministres. Et je pense que le meilleur conseil qu'ils auraient à offrir, parce que c'est vrai, ils ont été premiers ministres. Regardez par exemple Pauline Marois. Non seulement elle a été première ministre, mais elle a occupé les ministères clés les plus importants au gouvernement du Québec. Jean Charest qui a gouverné pendant une décennie, Lucien Bouchard qui a été ministre fédéral et premier ministre du Québec. Je pense que le plus important conseil qu'ils auraient à donner, et j'espère qu'ils sont en train de le donner, c'est voici ce que j'aurais voulu faire. Voici ce que j'aurais aimé faire. Apprenez de mes erreurs. Pas nécessairement apprenez de mes erreurs, mais la donne a beaucoup changé, Sébastien, entre les années 90, 2000 et aujourd'hui. Et la chose la plus importante qui a changé, c'est les gens n'ont pas peur de parler d'un système qui livre des services en santé où le privé est impliqué. Je pense que M. Duceppe peut en témoigner. À une époque, c'était impossible, c'était du tabou de parler de quelconque rôle du privé, malgré le fait que je suis certains de ces premiers ministres, sinon pas tous et toutes, auraient voulu faire quelque chose davantage. Là, Dimitri, là, selon nos informations, ils ne demandent pas plus de privé. Non, là. non, ben non. Non, il n'y a pas grand On ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire, mais aujourd'hui, on peut avoir la conversation de dire est-ce que le privé peut livrer des services étant donné que le public ne livre pas ses services? Et encore une fois, retournons à la base des choses. Des salles d'urgence qui ne sont pas ouvertes 24 heures.
les familles canadiennes, québécoises à travers le Canada qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Tous les défis d'aujourd'hui, malheureusement pour eux, pour tous les premiers ministres provinciaux, c'est une accumulation de leurs échecs qu'ils n'ont pas eu la fortitude de faire certaines choses qu'ils auraient dû faire. Voilà, puis leur expérience peut servir pour essayer d'améliorer les choses. Absolument. Ils essaient de s'élever au-dessus de la mêlée. Mais Michel, je veux juste faire appel à vos lumières parce que vous étiez bien parti tout à l'heure pour nous expliquer c'était quoi un peu la préoccupation des premiers ministres. Puis j'essaie de la comprendre, puis je vous avoue que j'ai de la difficulté à la comprendre un peu. C'est quoi le rôle des fondations, la philanthropie, la recherche universitaire et ainsi de suite? En quoi un conseil d'administration d'un CIS, d'un CIUS changerait les choses? Bien, parce que ce sont... prenez l'Institut de cardiologie, par exemple, qui est beaucoup plus petit. Bien, tu retrouves au sein de ces conseils d'administration des gens de tous les horizons, mais souvent, effectivement, des gens du milieu des affaires, des universitaires, des gens, parfois aussi des organismes communautaires. C'est une diversité. Mais là, la loi va leur donner l'autonomie de pouvoir avoir ces gens-là et de faire des choix. Parce que même si c'est le gouvernement qui les nomme, ça se fait habituellement. Habituellement, ça se fait toujours en concertation avec les dirigeants des hôpitaux et on va chercher les gens dont on a besoin pour, oui, amasser des fonds, parce qu'ils ont tous des fondations. Et souvent, ces fonds-là font des liens aussi avec la recherche. Et la recherche en milieu hospitalier et hospitalier universitaire, c'est extrêmement important. C'est une façon d'aller chercher les meilleurs médecins aussi, d'aller améliorer les pratiques sur le terrain, d'avoir les pratiques les plus innovantes. Alors, ça contribue à l'émulation, à l'excellence, à la capacité d'aller plus loin. Et pour ça, bien, et ce sont tous des bénévoles, mais ce sont des gens qui s'impliquent dans l'organisation, qui s'impliquent pendant de longues années, vont eux-mêmes améliorer leurs propres connaissances et ils deviennent des espèces de vendeurs, puis c'est pas péjoratif là, quand je dis ça. Ils font la promotion de leurs institutions dans cet univers d'excellence-là et ils font les liens aussi avec le gouvernement, le lien avec le terrain, Sherbrooke, Laval, Gatineau. En fait, tout ça, c'est super important pour faire vivre l'institution dans son milieu en fonction des spécificités et des spécialisations du milieu Alors que dans universitaire. la première mouture de M. Dubé, ça aurait été Santé Québec qui aurait un peu supervisé ça, ce genre de démarche-là. Voilà. Donc, ça aurait été centralisé sans la sensibilité nécessaire, c'est ça? Oui. Alors, c'est pour ça que je disais, on leur redonne une autonomie puis une liberté d'action aussi, de faire les bons choix pour leur milieu, pour l'institution dans leur région et dans leur milieu selon les spécialités qu'ils ont développées ou qu'ils veulent développer comme telles. Alors moi, je salue ça. C'est un pas dans la bonne direction. Gilles, quand vous l'aviez fait, vous, en 2020, ça avait été public. Hein? Je pense que c'était une lettre, une lettre ouverte que les premiers ministres avaient Oui, ça avait été publiée. une lettre ouverte, tout à fait. Le choix d'être public ou de rester en sous-marin, comme là, dans ce cas-ci, les premiers ministres ne sont pas sortis sur la place publique. On l'a appris, puis on en a parlé. Le choix d'aller sur la place publique, est-ce que au moment où vous l'aviez fait, ça avait été un choix délibéré? Oui, mais c'était plus simple. Là. C'était sur un sujet bien précis. Alors que là, il y a 3000 articles, me dit-on. C'est passablement plus complexe. Mais je pense que la ligne directrice est effectivement la décentralisation. Et ça, il faut y arriver au plus sacré parce qu'on a eu cette tendance à tout centraliser. Et à tout centraliser, bien, c'est de la bureaucratie. Moi, je dis souvent que la bureaucratie, c'est l'inverse de la biologie. En biologie, c'est la fonction qui crée l'organe, puis en bureaucratie, c'est l'organe qui crée la fonction. Donc, une grosse différence. Puis, il y a toujours le danger pour les PM d'avoir l'air d'un club de belle-mère. Ben voilà. On le sait. Alors ça, c'est toujours l'aspect vu que sans support pour celles qui sont en grève en Islande, là, alors on va parler du club des belles-mères. Mais dans ce contexte-là, je suis convaincue que Gilles, toi, tu as réussi parce que, comme tu dis, c'était un sujet puis qui rallie pas mal tout le monde. Là, c'est gros, là, la réforme en santé du ministre Dubé.
Ça a impliqué beaucoup de gouvernements antérieurs, comme disait Dimitri, où tout le monde a essayé, aurait peut-être voulu faire autre chose, etc. Ils savent qu'ils vont être pointés du doigt, puis qu'il y a des gens qui vont essayer de faire déraper s'ils sont pas d'accord avec un tel, et ainsi de suite. Alors, je suis convaincue que ça pèse un petit peu dans la balance et ça a probablement pesé suffisamment. Françoise, ils s'élèvent au-dessus de la mêlée. Là. Il n'y a pas de partisanerie. Ouais, c'est ça qui fait la force de leur Front commun. Et c'est la réponse. Et c'est la réponse à donner. Ça ne veut pas dire... Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont peut-être fait en douceur, pour s'assurer justement qu'ils n'aient pas l'air d'arriver avec leurs gros sabots. Puis dépendamment de la réaction de l'opinion publique, ben on les verra peut-être dans des entrevues. Peut-être qu'un ira expliquer au nom des autres, ou deux. Un premier ministre péquiste avec un premier ministre libéral pourront être assis côte à côte pour expliquer la démarche et ainsi de suite. Mais tout ça dans l'optique de faire avancer le dossier. Mais je suis convaincue que ça a quand même trotté dans leur tête là, de ne pas arriver avec leurs gros sabots, sachant fort bien que dans cette ère de réseaux sociaux malaisants, ça pouvait déraper aussi vite que c'était sorti. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas publié de documents, de lettres ouvertes ou ainsi de suite, puis qu'on a dû fouiller pour trouver l'information. Mais il ne faut pas qu'ils en abusent pour que ça continue d'avoir de l'impact. À dose homéopathique. Ah oui. Okay. Mais je trouve ça exemplaire, par exemple. Ils interviennent et souvent on dit aux gens, il faut participer à la société. Or, voilà des gens qui ont occupé des postes de commande et ceux qui connaissent ça, on leur demanderait de ne pas en parler. Voilà. Je trouve ça un peu aberrant. Exact. Est-ce qu'on ne devrait pas, Dimitri, faire plus appel, justement, on va terminer là-dessus, mais faire plus appel à l'expérience des premiers ministres sur des enjeux ponctuels, transpartisans? Dimitri. Qui vous dit qu'on ne le fait pas déjà, Sébastien? Qui vous dit qu'on ne le fait pas déjà? Je me souviens, par exemple, à l'époque de M. Harper, j'espère que vous êtes assis, quand on passait à travers des crises, puis on en a eu, Gilles, M. Duceppe en a profité de plusieurs. M. Harper posait toujours la question suivante. Que ferait Jean Chrétien? Et M. Harper... donc. Oui. Je crois ça. Et je vais aller plus loin que ça. C'était le champion du Teflon, alors, certain. M. Harper, premièrement, prenait toujours l'appel de M. Chrétien. De temps en temps, il me demandait d'appeler M. Chrétien pour lui demander son opinion sur enjeux ABCD. Qui vous dit que, par exemple, Lucien Bouchard ne parle pas avec François Legault assez régulièrement? Donc, et c'est ça la réalité. On en parle aujourd'hui parce que quelqu'un, quelque part, a fouillé, puis a trouvé quelque chose, puis on en parle. Mais je pense qu'une fois que... Regardez, par exemple, Jean Charest qui a été invité la semaine passée à l'inauguration de la Romaine. Qui vous dit que de temps en temps, François Legault ne parle pas avec Jean Charest? C'est des choses qui se font et pour éviter, Françoise, l'expression qui est bien connue au Québec, le syndrome de la belle-mère, c'est-à-dire ça ne se discute jamais en public parce que l'expérience de nos anciens premiers ministres et leurs échecs aussi. Leurs échecs font partie de leur expérience qui a une valeur beaucoup plus ajoutée que leur succès. Et même entre chefs de parti, il y avait des discussions qui n'étaient pas d'ordre public, mais on se parlait. On se parlait. Voilà. Si on peut régler des choses pour l'intérêt commun, bien, faisons-le. C'est d'ailleurs de valeur... Et je vais aller un peu plus loin. Puis M. Duceppe n'est pas au courant de ceci, mais de temps en temps, Stephen Harper demandait à voir Gilles Duceppe juste pour jaser. Puis il lui posait certaines questions juste pour prendre le pouls de certaines choses. Je faisais la même chose. Je le dis, je le dis souvent. Je le dis souvent quand vous n'êtes pas parmi nous, M. Duceppe, mais vous savez, la beauté de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale, on voit ce qu'on voit à la télé. Mais malgré le fait qu'il était un souverainiste et qu'il voulait faire du Québec un pays, Gilles Duceppe était probablement le chef de parti que Stephen Harper respectait le plus. Et de temps en temps, jaser pour jaser, mais pour avoir ses idées ou vers où il s'en allait, ça faisait en sorte que ces idées devenaient des politiques du gouvernement. OK. Françoise et Michel, vous avez quelque chose à ajouter, Françoise? J'allais simplement dire que c'est de valeur que les politiciens de tout parti
montrent pas ce côté-là plus souvent. Parce que c'est tellement vrai. Puis c'est pas juste au niveau des chefs, en passant. Non. C'est au niveau des comités, parfois, où Tout à fait. on jase entre nous. On a de bonnes relations. Je me souviens de mon entrée la première fois en politique. J'ai passé du temps, la première journée où on était un petit peu... c'était notre vernissage, c'est façon de parler. Et je l'ai passé à une table de conservateurs parce que les libéraux, eux autres, n'avaient rien prévu pour leurs nouveaux députés. Mais les conservateurs, eux autres, avaient des gens qui s'occupaient de tous les nouveaux députés puis qui ont dit hey, « Viens t'asseoir avec nous ». Ça commence bien un mandat, ça, dans ce temps-là, puis ça t'apprend à faire de la politique autrement. Avec des bloquistes, j'ai eu des bonnes relations avec tous les partis. Mais non, mais c'est pas ça qu'on nous montre. C'est pas ça souvent, puis des fois, je vais pointer un peu ne les nous médias. montrent pas. Exactement. Okay. Et ce qu'ils veulent, c'est le crêpe. C'est le crêpage prêt. de chignon, Sébastien. Parle à ta gang. Je suis prêt à prendre une part du blanc. Je vous le dis. OK, mais je suis quand même un apôtre du travail en commission parlementaire. Je vais vous le dire, chaque fois que je fais des présentations devant des classes, je dis aux gens, surveillez ce qui se passe en commission parlementaire. C'est là que le travail le plus constructif se fait. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.